Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, pourriez-vous vous présenter vos études et votre parcours professionnel? Je suis juriste et j'ai fait mes études en France, puis je suis partie en Allemagne où j'ai poursuivi ces études. Et je suis très vite entrée à l'Institut Max Planck pour l'histoire du droit européen. Et en même temps, j'ai commencé tout de suite à travailler à l'université de Francfort. Et j'ai eu beaucoup d'activités autour de la vie industrielle, puisque j'ai travaillé pour le gros syndicat allemand de la métallurgie qui s'appelle IG Metall, en tant que traductrice et interprète. Et ça m'a amené à faire une thèse, à soutenir une thèse en droit du travail. Sur quel sujet? Sur le droit des salariés après la réforme de la faillite et après les lois Auroux. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé pour des pays en développement, donc en Afrique du Nord et en Afrique noire. Et un petit peu par hasard, je suis devenue ensuite consultante en ressources humaines. J'ai d'abord travaillé dans un cabinet pendant plusieurs années, puis ensuite j'ai créé ma propre société, et en travaillant entre la France et l'Allemagne. Je suis davantage en Allemagne qu'en France, et je peux être en France suivant les missions que j'ai, et je travaille pour des sociétés françaises et allemandes bien sûr, mais aussi américaines, anglaises, italiennes, espagnoles, donc c'est très international. Et je me suis occupée beaucoup, je m'occupe toujours de recrutement de toutes sortes de postes et de toutes sortes de branches. Donc j'ai un large éventail, ce qui est assez inhabituel chez ceux qu'on appelle les chasseurs de tête. D'ailleurs, je ne suis pas un chasseur de tête parce que je travaille pratiquement toujours par annonce. C'est une manière de travailler très différente de la chasse, et pour moi beaucoup plus honnête, je dois dire. Et donc aujourd'hui je fais du conseil aussi en stratégie, je m'occupe de projets même gouvernementaux, et voilà. D'accord. Alors, comment vous travaillez pour tout type d'entreprise, plutôt quand même dans un secteur d'activité ou... Oui, ça peut être l'automobile, le gaz, le nucléaire, la pharmacie, les banques, l'alimentaire, la sidérurgie. Il n'y a pas de... C'est une approche, en fait, c'est une approche de juriste. Hein. C'est comme un avocat. Le mandant vient, le client vient, et vous écoutez, vous analysez sa société, son problème, et ensuite le recrutement se fait par rapport à ses besoins spécifiques. Donc il y a toujours un peu une gymnastique, bien sûr, à faire, mais c'est ce qui rend le métier intéressant, je pense. D'accord. C'est plutôt des cadres supérieurs, on imagine, des dirigeants. Et écoutez, non, parce que c'est bien sûr une grande partie, mais comme j'ai été amenée à créer des sociétés, pour des sociétés allemandes par exemple, ou françaises, à créer la société peut-être en France, donc ça veut dire que j'ai recherché aussi bien le gérant que sa secrétaire et que les commerciaux, et j'aime beaucoup, je dois dire, avoir des contacts avec l'ensemble des acteurs d'une société. Aussi, j'ai fait là par exemple une société française qui avait été rachetée par une société allemande, et la société allemande était désespérée de cette société française et voulait la fermer. Et donc j'ai été envoyée dans la société pour voir comment étaient les choses. J'y ai passé 3 jours, j'ai interviewé tout le monde, et à commencer par les ouvriers. Et c'est eux, je dois dire, qui m'ont donné un peu les clés des possibilités de réussite. Et ensuite, j'ai fait venir le propriétaire allemand,
qui a parlé devant la centaine de salariés et qui ont ensuite, maintenant, aujourd'hui, la société française marche très bien. Et donc, je pense pour moi, il n'y a pas de. Je ne m'arrête pas à un niveau X non, j'aime bien savoir un peu ce que chacun peut faire. Et alors, les petites annonces, vous les mettez où? Ouais, bon, c'est des jours, ça commence par Le Monde, c'est le Monde, Le Figaro, bon, les grands journaux, qui travaillent en Turquie, c'est l'Hurriyet, etc. Donc c'est la presse nationale, ça peut être la presse régionale, et aujourd'hui c'est beaucoup évidemment l'Internet, donc les sites qui ont beaucoup changé, hein. Le métier a énormément changé avec l'arrivée de l'Internet et les dossiers envoyés comme ça par Internet. Vous recevez beaucoup plus de réponses? Ou qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que avant l'Internet, les dossiers de candidature étaient très personnalisés. Donc, ça commençait par l'enveloppe avec une certaine écriture. Ensuite, il y avait une lettre qui était souvent manuscrite. Il y avait une photo, et puis il y avait la manière de. Aujourd'hui, c'est évident que la lettre par Internet, l'email est très anonyme. Hein. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas. Donc, c'est beaucoup plus. Je dirais, on est beaucoup moins rapide à lire un dossier et à l'analyser qu'on a pu l'être autrefois. On travaillait aussi beaucoup par téléphone. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque à la limite, jusqu'à ce que quelqu'un voit un candidat, il va peut-être n'avoir jamais parlé avec lui au téléphone. Donc c'est devenu très anonyme. D'accord. Tristement. Tristement. Vous faisiez beaucoup d'analyses du papier, enfin de tout. Moi j'aime, par exemple, oui, je faisais beaucoup d'analyses. Par exemple, je faisais très attention. Il y avait par exemple des gens qui envoyaient d'un dossier avec le estampillé de leur société. C'était pas forcément quelque chose de très. Mais comme toujours dans l'analyse d'un dossier, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de préjugés et en même temps, c'est assez bizarre, et en même temps beaucoup de générosité aussi. Enfin, préjugés au sens où, si vous voyez, il ne faut pas avoir peur du préjugé. Vous verrez quelqu'un vous dire, ah, les barbus, ils sont toujours, je ne sais pas quoi. Les blonds, les bretons, ah, les auvergnats, les gens du sud, ceux du nord, c'est pas grave, mais il faut avoir tout ça, mais donner sa chance aux gens en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer qu'il faut pas cacher, il faut pas être trop brave ou faut pas aplanir la personnalité des gens. Parce que oui, il y a une tendance, des idées dans ce milieu de neutralité, objectivité, et de se focaliser uniquement sur les compétences, et le reste n'est pas important. Oui, mais ça c'est totalement idiot. Que le monde a beaucoup changé, mais il reste une chose très importante qui est que une entreprise ou n'importe quel organisme vit toujours, encore et toujours, et beaucoup de ces hommes ou de ces femmes, enfin de l'être humain. Donc la qualité des gens, leur personnalité, c'est finalement ça qui est décisif. D'ailleurs, où que vous alliez, vous avez un sac de 300 candidatures à lire, vous n'en aurez jamais plus. Le maximum, ce sera 10, mais c'est un maximum. On peut se demander pourquoi. Parce que quand vous lisez ce que chacun fait, il répond. Parce que l'annonce dit, vous avez, alors pour la France, bac plus truc, plus, etc. Vous êtes, je sais pas quoi, dynamique, machin. Tout le monde écrit qu'il a bac plus truc, dynamique, machin. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas les 300? Pourquoi on ne les invite pas? C'est curieux.
Donc, c'est qu'une sélection, c'est quelque chose de très, très, très exact. Et c'est presque, il y a aussi je crois que dans la relation entre les sociétés et les êtres humains, il y a aussi quelque part une relation d'amour, une relation comme ça, de force, on va dire, qui passe entre les gens. Tout à coup, on croit en quelqu'un. C'est ça, une relation d'amour, c'est croire que... alors que peut-être que les plus intéressants ne sont jamais les gens parfaits. Et si je peux donner un conseil à tous ceux qui sont jeunes, c'est de ne surtout pas essayer d'être le candidat parfait. Pas celui qui a ses bacs machin, qui a fait son petit international, son petit sport, son petit truc. Si tout ça c'est pas authentique, s'il l'a fait uniquement pour se faire un beau CV, c'est pas la peine. Les conseils à donner, parce que votre interview c'est un peu ça, les conseils à donner c'est d'être, pour les candidats, très concentrés sur leur candidature. J'appelle concentré, c'est pas envoyer n'importe où comme ça en disant bon bah j'envoie, allez je suis docteur en je sais pas quoi, en biologie, en machin, en physique, j'envoie chez Arriva, truc, allez c'est bon, on va voir. C'est vraiment de regarder c'est quoi cette société, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs projets, comment, etc. Donc ça on trouve tout ce qu'on veut sur Google, etc. Donc on a un peu une idée, on a aussi toujours des gens qui ont travaillé là, qui savent, etc. Et vraiment de se dire, est-ce que c'est vraiment, ça m'intéresse vraiment? Et si ça m'intéresse vraiment, c'est d'y aller vraiment de façon bien préparée et assez exigeante, mais exigeante et respectueuse. C'est un peu exigeant, ça veut dire d'avoir les réponses aux questions intéressantes qu'on peut poser. Mais c'est aussi d'être ensuite donc concentré et très honnête. Et je crois que les jeunes, enfin ceux qui arrivent sur le marché du travail, peuvent être gagnants en étant honnêtes. C'est-à-dire, par exemple, si on leur dit vous avez déjà fait, je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas ce qu'on pourrait poser comme question, c'est de dire ah non, ça je ne sais pas du tout. Et même, je peux vous dire, ma sœur, elle dit toujours que je suis nulle dans ce domaine-là. Donc, parce qu'après, il aura plus la sympathie, il dira au moins il a, alors que celui qui dit toujours qu'il sait tout faire et que voilà, et qui parle bien anglais et qui parle bien toutes les langues, et après on s'aperçoit qu'il parle vraiment très modestement tout ça, là il perd complètement son intérêt, tout le monde, et on cesse de croire en lui. Donc c'est d'être authentique. Je crois que c'est difficile c'est une très grosse différence entre les Français et les étrangers, les Allemands, les Scandinaves, les Néerlandais, etc., qui sont beaucoup plus eux-mêmes dans une interview que ne peuvent l'être, n'osent l'être les Français. Donc là, vos conseils, c'était pour les Français d'aujourd'hui, les Français. Oui, pour les Français, les jeunes Français. Je crois qu'il faut se débarrasser, parce qu'en France, il y a une véritable panique qui existe, qui est du chômage, le stress, le burn-out, les gens ne sont pas heureux, le management ne fonctionne pas, on va finir SDF, etc. Moi, je pense qu'il faut se débarrasser de ça, il faut se dire, j'ai 2 pieds, 2 mains, j'ai quelques trucs dans ma tête, on m'a appris des petites choses, voilà une société qui fait des choses intéressantes, si ces gens-là veulent de ma force de travail, j'arrive, je suis prêt à apprendre, à regarder, à me dynamiser pour le truc. Dès la lettre d'amour, non pardon, de motivation. Oui, et surtout pas en pensant... vous savez, les Allemands, par exemple, quand on leur dit, il n'y a pas que les Allemands qui raisonnent comme ça, mais les Allemands entre autres, qui sont formidables dans les recrutements, parce que le recrutement allemand, il est exemplaire. Si on dit, voilà quelqu'un de très intelligent, qui a bac plus 25,
l'allemand, il dit, est intelligent, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il sait faire? Donc, je crois qu'il faut un peu se débarrasser de l'idée qu'il faudrait absolument avoir fait Polytechnique, l'ENA, le machin, et Cornélien et autres. Il faut se dire, j'ai appris ce que j'ai appris, ça m'a intéressé là, là et là, j'ai sûrement des lacunes là, certainement, et c'est dommage, mais voilà. Sinon, j'ai des copains, ou j'en ai pas d'ailleurs, parce que les gens aussi peuvent être très intéressants en disant les autres, c'est pas du tout, c'est pas ça mon truc, moi j'aime bien prendre mes responsabilités, et voilà, donc ça peut être aussi une originalité, on n'est pas toujours obligé d'être tous des gens de groupe, mais ça fait partie de l'honnêteté dont je parle, et aussi d'être un peu conscient de qui on est. Donc, dans les interviews, je pense qu'il faut un peu s'exercer avec des copains, avec ses frères et sœurs, ses parents. D'accord. Et à chercher ses défauts et ses qualités. Oui, on ne s'intéresse pas tellement à ses défauts. Il y a un grand coach américain, assez vieux maintenant, qui dit, et je crois qu'il a vraiment raison, il dit qu'il ne faut pas chercher ses erreurs dans la vie, il faut seulement savoir où sont ses forces. Et puis on y va. Et sinon, si on est... D'ailleurs, c'est pour ça que je déteste la question, moi je ne poserai jamais une question pareille, que j'ai aux faiblesses, bon, je trouve qu'on ne peut que dire ce qu'on vous a toujours dit dans votre vie. C'est-à-dire, si vous dites que votre sœur vous a toujours dit « Oh, mais tu ranges jamais tes affaires, tu sais jamais, je sais pas quoi, tu fais pas attention, etc. » Voilà, bon, peut-être que c'est ça, c'est une faiblesse. Mais les faiblesses sont aussi les forces des gens, donc difficile de... Y compris des choses comme ça de la vie privée peuvent servir professionnellement, peuvent être... Totalement, parce que soit vous êtes parfait, c'est-à-dire que vous avez plein de frères et sœurs, des cousins, des machins, tout le monde est sympa, vous faites partie d'une équipe de, je sais pas quoi, de navigation, vous avez été champion de je sais pas quoi, donc voilà, c'est bien. Mais c'est pas pour cela que c'est intéressant de savoir ce qui est. C'est pour ceux qui sont, par exemple, un peu gros ou qui ont eu des problèmes dans leur vie de famille, leurs parents divorcés, ça s'est mal passé, ils ont beaucoup souffert de tout un tas de relations mauvaises autour d'eux, eh bien, je crois que ça aussi, ça peut être une force. Parce que s'ils ont compris, par exemple, s'il dit, je sais pas, moi j'ai un ami, il s'est aperçu quand il avait 10-12 ans que son père n'était pas son père. Bon, ça lui a fait un choc. Et après, il a dit, bon, bah oui, bah, c'est comme ça. Et puis, alors maintenant, mon père, c'est pas un chien, c'est celui-là, bon, bah, on continue quand même. Hein. Donc, l'important, c'est de montrer que si on a un handicap, on a subi des trucs, qu'on a fait le tour de l'affaire, et qu'on a dit, bon, bah voilà, ok, j'ai pas 5 doigts, j'en ai que 3, mais je me débrouille très bien avec, j'ai même réussi à faire je sais pas quoi. Donc je trouve que en fait, le moment où on présente sa candidature, c'est intéressant pour soi-même, voir un petit peu où on en est. Et on va ajouter à ça le fait que nous sommes malheureusement, les Européens, ceux du continent, nous ne sommes pas préparés à nous présenter. Les anglo-saxons le sont. Les Américains de toute façon, et les Anglais aussi. C'est brillant la présentation d'un Anglais. Parce qu'il sait se présenter en confiance. Lui-même, il sait raconter l'histoire de sa société. Voilà, on l'écoute avec... ça fait partie d'un exercice dans sa formation. Et c'est pas le cas nous, c'est contraire à notre culture, parce qu'on n'a jamais le droit de dire moi je suis quand même un type vachement bien, etc. Donc on attend l'heure où on va pouvoir dire que oui, on a fait, oui, on est quand même docteur en psychologie. Bon, mais voilà, il vaut mieux que les autres le voient, quand au moment on donne sa carte de visite, donc on est très empêtré dans il faut surtout pas dire. Nous, notre tradition
d'embauche qui reste, c'est la recommandation. Ça date c'est le XVIIIe siècle. On envoie un mot en disant je vous envoie, cher ami, mon neveu qui n'est pas encore très, etc. Mais vous verrez que c'est un brave garçon et que sans doute on peut faire quelque chose de lui. Donc voilà, ça c'est notre manière, qui n'est pas la manière américaine, celui qui va construire un building et qui met une pancarte avec j'embauche tant de gens pour construire mon truc. Donc venez, voilà, et vous êtes engagé pour aujourd'hui, demain, si j'ai plus d'argent, vous serez plus, voilà, vous partirez. Chaque pays a une culture précise. Donc les Français ne sont malheureusement pas très aidés par leur histoire. Vous recevez des lettres comme ça, de recommandations, toujours? Non, mais je reçois des appels de Français que je trouve, et Françaises que je trouve toujours très culottés. Et alors, ils arrivent par exemple en Allemagne, et puis ils s'adressent, je sais pas quoi, au service consulaire, au service de l'ambassade, etc., qui leur disent qu'ils peuvent s'adresser à moi. Et à ce moment-là, ils appellent. Ils appellent en pensant qu'on a beaucoup de temps à leur consacrer, alors que la correction et aussi le professionnalisme voudraient que s'ils envoient un courrier en disant voilà, ça c'est ça ma formation, voilà mon CV, je ne sais pas si celui-ci vous intéresse, et en sachant aussi que un consultant comme moi, je reçois des dizaines de courriers par jour. Donc si je parle à chacun, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, et ça, c'est très... Un Allemand ne fera pas ça. Jamais. D'accord. Et alors, vous avez parlé du doctorat. Est-ce que vous avez déjà recruté des docteurs vous-même? Ah oui, beaucoup, oui. Et des docteurs français ou des docteurs allemands? J'ai constitué, par exemple, tout un laboratoire à Lyon, c'était un très beau projet, parce qu'on m'avait dit, faites-le le plus international possible. Ça avait surtout des physiciens à trouver. Et donc j'ai été très fière parce qu'il y a celui, c'est le plus brillant d'ailleurs, c'est un Sénégalais qui a fait ses études en France, ses études scolaires en Afrique. Il y avait aussi une femme, etc. Donc bon, des docteurs bien sûr, oui. C'était un laboratoire dans une université ou dans une entreprise? Dans une entreprise. Ah, d'accord. Un laboratoire de recherche. Non, mais le doctorat en soi, on va dire que ce soit en France, en Allemagne, n'importe où, le doctorat, c'est rien c'est pas comme le machin, la polytechnique, etc. Derrière le doctorat doit se cacher aussi un véritable intérêt pour un sujet. Alors, quand on est docteur en quelque chose, moi qui le suis, je dirais que c'est seulement quand on a fait un doctorat qu'on a le sentiment qu'on sait travailler. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on sait ce que c'est que rechercher quelque chose, que d'avoir une science, etc. En même temps, le risque est souvent que ceux qui ont fait des doctorats et qui les ont terminés assez tard, qui ne soient plus réutilisables dans l'industrie, dans le monde de l'économie, parce qu'ils sont trop, voilà, le machin professeur trouve tout, enfin, trop dans leur monde de recherche, et pas assez les pieds sur terre. Donc ceux qui font un doctorat, je leur recommanderais d'essayer toujours de travailler en parallèle dans des mondes normaux, pour ne pas être ensuite trop déconnecté des réalités et bien utilisable. L'industrie, c'est un monde très très simple, incroyablement simple. C'est vraiment, voilà, il s'agit d'avoir un produit et puis ensuite de le vendre et faire ses factures, avoir une fiscalité. C'est pas très intellectuel. Hein. Donc ça peut faire peur en doctorat. Si la personne n'était pas dans l'entreprise. S'il ne vient qu'en disant j'ai un doctorat, vous voyez un doctorat, et là on va dire
savez, enfin, vous savez ce que vous allez produire, bon, vous avez un doctorat, je ne sais pas quoi, vous allez faire, je sais pas, des rames de TGV, vous avez une idée de ce que ça coûte un TGV, et vous risquez d'avoir quelqu'un qui vous dit, oh, ça doit être très cher. Mais il ne saura pas si est-ce que c'est plus cher qu'un Airbus, une Mercedes ou une Ferrari. Il ne va pas savoir. Donc il faut qu'il garde bien, ou alors il a un doctorat, il a l'intention de faire de la recherche et d'entrer au CNRS, il devient professeur à l'université, et c'est des bons métiers, hein, ça, donc c'est pas... Et votre diplôme, il vous a marqué dans votre vie ou... Ah oui, complètement. Oui, j'ai souffert 1000 morts, je dirais, parce que j'ai fait ce doctorat, donc pas immédiatement. Je l'ai fait quand j'avais des enfants en bas âge et que je devais aussi travailler. Donc et j'avais la discipline m'a été donnée par mon mari à l'époque, qui me faisait un véritable plan et contrôlait tout ce que je faisais. Donc il disait 6 heures du matin, t'es levé, tu vas prendre une douche, tu travailles machin, après tu joues au tennis, après tu machin. Donc il est prussien et lui-même il a une très très forte discipline, et donc j'ai eu à... tu pars pas en vacances, et si j'avais, je me souviens avoir vu, par exemple, j'avais une superbe mission au Cameroun, et je ne pouvais pas dire non, et il m'a obligé à dire non, en disant, tu dois finir ton doctorat, donc tu ne pars pas au Cameroun, sinon c'est 15 jours que tu vas... Donc ça, c'était vraiment... c'était douloureux, mais j'ai pas regretté du tout après, d'autant que en Allemagne, une femme juriste, donc pour les juristes allemands, c'est le doctorat c'est le plus difficile de tous les doctorats universitaires et toutes les matières, et donc une étrangère, une femme et juriste. Alors on ne pouvait pas faire mieux, donc ça donne une certaine crédibilité. Et je pense que... Mais c'est surtout pour moi-même. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir été jusqu'au bout de quelque chose. J'aurais bien d'ailleurs essayé de faire une agrégation après. Toujours essayer maintenant, mais le temps passe. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup.